Bienvenue dans ce 9e épisode de Ruche et Lofer. Nous parlons ce soir de la rencontre historique qui a eu lieu entre Trump et Zelensky la semaine dernière à la Maison-Blanche. Dans ce roman feuilletonné, les retournements spectaculaires s'enchaînent et nous coupent le souffle presque tous les jours désormais. Comment un tel fiasco a-t-il été possible? Quelles en seront les conséquences? Et comment, surtout, envisager un monde où le droit international est désormais remplacé par le droit du plus fort? Santé Jean-Daniel. Santé David. Voilà, donc toi tu es ce soir dans ton Jura natal et moi je suis dans ma Hollande non natale mais familiale quand même puisque je suis à moitié hollandais, à Amsterdam. Et on va parler évidemment du psychodrame qui a eu lieu à Washington, le rendez-vous entre Zelensky et Trump dans le salon ovale, qui est historique à plus d'un titre, ne serait-ce que par le ton de cet entretien qu'on n'a jamais vu dans les annales de la diplomatie jusqu'à maintenant. Et effectivement, c'était une douche froide peut-être pour le monde entier, de voir qu'une chance de paix s'éloignait, de voir qu'un président d'un État souverain se faisait humilier devant les États-Unis, mais de voir aussi un président d'un État souverain, mais en état de guerre et de siège, d'une certaine façon, par ses rodomontades et son attitude, perdre le soutien de son sponsor principal. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées en quelques minutes seulement. Ça a été suivi, comme on le sait, par le départ intempestif de Zelensky. On ne sait pas s'il a été foutu dehors, s'il est parti en claquant la porte. Il y a des rumeurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais évidemment, il y a une conséquence qui a été immédiate, c'est que l'accord qui devait avoir lieu, dont c'était le but de la réunion, qui devait donc entériner un accord de cessez-le-feu contre des minerais de terres rares. Cet accord a été immédiatement, en tout cas suspendu, peut-être pas annulé, mais en tout cas suspendu. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai l'impression, on va y revenir, on va évoquer les différents aspects de ce qui s'est passé. Tu es diplomate de carrière avec des postes prestigieux. Pour moi, ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, évidemment que ça concernait les États-Unis, l'Ukraine, l'ordre international, mais j'ai l'impression qu'en toile de fond, l'acteur principal absent de cette réunion, c'est l'Europe. Oui, puis c'est Poutine. C'est Poutine, mais Poutine qui planait sur la salle aussi. c'est évident que l'ombre de Poutine est omniprésente, mais c'était l'Europe. Et je vais juste te donner mes deux petites philosophies sur cette situation. La première, c'est que c'est l'Europe parce que l'Ukraine dépend de l'Europe. C'est un pays européen aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui a besoin de l'Europe. Les États-Unis, c'est la puissance lointaine, continentale, intercontinentale, dont l'Ukraine a besoin, mais l'Europe, qui est en fait en proximité directe avec l'Ukraine et qui a précipité l'Ukraine, qui a contribué à ce que l'Ukraine intensifie ce conflit et qui n'en a plus les moyens, qui n'en avait en fait probablement jamais eu les moyens. Et le fait que les États-Unis, par la voix de Trump, traitent l'Ukraine, mais également l'Europe, parce que Macron et Starmer venaient de passer par la Maison-Blanche, par-dessus la jambe. J'ai entendu dire des gens très prestigieux comme Remnick du Washington Post, c'est une révolution, Trump qui traite l'Europe comme ça. Mais pour moi, pas du tout. J'ai l'impression qu'en fait, Trump ne fait que dire tout haut ce qui se pense tout bas depuis des années, des décennies à Washington. L'Europe ne compte pas. Et j'ai l'impression que c'était ça qui s'est passé l'autre soir, c'est que tout d'un coup, sur un événement aussi important de politique internationale, dans le cadre d'une guerre en cours, l'Europe passe par pertes et profits, on n'en parle plus. Alors, je pense qu'il faudra revenir à l'Europe, mais c'est peut-être le troisième sujet le plus important.
enfin, disons, dans le déroulé logique, si on veut essayer de mettre un peu d'ordre dans nos pensées. D'abord, pour ce qui est du théâtre, il faut quand même bien savoir que avant l'éclat qui a été sur tous les écrans que tout le monde a vu, il y a quand même eu une conversation cordiale, normale, pendant assez longtemps. C'est vraiment à la fin que ça a commencé à déraper. La deuxième question qu'il faut se poser, et ça je ne connais pas la réponse, c'est est-ce que les Américains avaient prévu ça pour montrer leur puissance et puis justement pour humilier et mettre Zelensky en position de faiblesse ou pas? Connaissant la manière dont la chorégraphie de genre de rencontre est d'habitude réglée juste dans le moindre détail, ça m'étonnerait presque que ça n'ait pas été prévu. Mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est aussi spontané. Ça donne l'impression d'être spontané à la fin parce que ça commence par une déclaration de Vance et ensuite il est interrompu par Zelensky et ensuite ça dérape. Maintenant, moi je pense d'abord, il y a les bulldozers américains qui veulent vraiment apparaître comme des bulldozers, c'est plus que des shérifs, hein. Enfin c'est les shérifs avec les missiles de croisière prêts à dégainer sur le bulldozer et puis qui roulent sur la petite souris. Ça a quelque chose de totalement amoral et indécent. On oublie toute notion de droit dans cette histoire-là. On est dans des pures logiques de puissance où l'Amérique veut imposer sa puissance et sa force sur quelqu'un qui est au fond très faible, qui arrive là-bas complètement dépendant, demandeur, et puis les Américains la jouent à fond sur la politique de puissance. Donc c'est la fin disons, officielle maintenant, je crois, pour ceux qui avaient encore un doute là-dessus, d'un ordre international basé sur le droit, parce que là, il y avait à aucun moment on a entendu parler de droit d'intégrité territoriale, de charte des Nations Unies, de respect du droit. C'est fini. On est dans des purs rapports de force. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent de voir combien la première puissance mondiale utilise à fond son pouvoir pour casser finalement quelqu'un qui a un petit peu une noix sur leur parcours. On utilise le bulldozer pour casser une noix. Moi, c'est ce qui m'a semblé. Et je trouvais que ça avait quelque chose d'indécent parce que, bon, moi, je suis pas un fan de Zelensky, hein, pas du tout, mais enfin, les Américains lui ont promis, les Européens lui ont promis, il aurait probablement pas continué cette guerre au-delà d'avril 2022 s'il n'avait pas eu les assurances américaines, et il y a quelque chose de vraiment indécent d'aujourd'hui aller vers ce mec qu'on a soutenu à coup de dizaines, centaines de milliards au cours des dernières années, puis tout d'un coup de lui dire, de toute façon, t'es plus rien. Puis c'est nous qui allons décider à ta place. Je trouve ça profondément choquant pour tous ceux qui ont encore un petit peu d'éthique et de sens de la justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Zelensky, bon, je sais pas si c'est le jet lag ou quoi, mais il a mal réagi. Maintenant, il a les circonstances atténuantes, naturellement. Mais quand on est dans la position où il est demandeur, faible, totalement dépendant des États-Unis, mais presque pour sa survie physique, certainement pour sa survie politique. Et endetté jusque-là, hein. Oui, enfin, tout. Mais tout. S'il reçoit pas des armes américaines, s'il n'a pas Starlink de Elon Musk pour lui fournir les réseaux de communication, y compris militaires, s'il n'a pas les services de renseignement américains, les satellites américains pour lui dire où sont les troupes russes, il peut arrêter le combat, il peut capituler, il peut rien faire. Donc il est dans une position de faiblesse extrême, de dépendance extrême, et puis là il y a un moment où ça va plus, quoi. Il y a un moment où il peut plus rester calme, il commence à interrompre. Hein, il interrompt le vice-président, après il interrompt le président, ils entrent dans une espèce de match comme ça, de ping-pong, enfin, moi, mon conseil pour tous les gens qui sont en position de faiblesse et qu'ils savent, devant un interlocuteur comme ça, qui est en position de force, et qu'il sait, et qu'il va en utiliser jusqu'au bout, parce qu'on les connaît, ces gens, c'est des bullies.
ben on se la coince, on essaye de rester silencieux, de garder son calme, et puis on essaye de dire les choses dans une réunion en dehors des caméras. Oui, Voilà. il y a quelque chose qui m'a paru, et je partage tout à fait ton avis que l'attitude de Trump et de Vance, surtout de Vance, qui était d'une brutalité verbale extraordinaire, est complètement inutile. Enfin, c'est vraiment, comme on dit, s'attaquer à une mouche avec un bazooka. Enfin, c'est vraiment, c'est dégoûtant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait de la part de Zelensky quelque chose de tout à fait déplacé et du point de vue diplomatique, de très maladroit. Ou alors, si c'est pas de la maladresse, c'est encore pire. Ça voudrait dire qu'il se fait des illusions sur sa propre position. C'est-à-dire on lui a bourré le mou en Europe en lui disant on est avec toi Vladimir, vas-y c'est bon, t'es notre héros. Tout le monde a dit ah le héros Zelensky, etc. Et puis il arrive à la Maison Blanche avec des illusions de grandeur, peut-être, je ne sais pas. Mais Non, je pense pas que c'est des idées. voilà, maladroit en public devant le président, le vice-président, et c'était vraiment, moi ça m'a frappé. Je veux dire, pourquoi mettre en péril la sécurité de tout son pays pour des raisons d'attitude? Ouais, puis sa sécurité personnelle, probablement aussi. Oui, alors après, moi j'ai l'impression que ça a dérapé parce qu'il ne pouvait plus se contenir par rapport aux énormités qu'il entendait. Et puis surtout, la pièce. Je pense pas que c'était chorégraphié tout ça. J'ai pas l'impression. Ça sentait quand même vraiment le spontané. J'ai pas senti que Trump avait monté le truc. Mais je sais pas, c'est très inhabituel qu'on laisse les caméras Ouais. aussi longtemps. D'habitude, ce que tu fais, c'est qu'il y a des caméras qui arrivent pour la poignée de main. Après, ils échangent peut-être deux, trois mots sur le temps, et puis la neige, et puis la bise, et puis quel temps il fait. Et vous, Je voulais te c'est sortir les journalistes. Voilà. Ensuite, on commence la réunion. Je voulais te Ils sont restés, quoi, 3/4 d'heure, les journalistes, c'est énorme. Oui. Et je voulais te demander ça à toi, en tant que diplomate de carrière. Il y a quelque chose qui m'a paru tout à fait étonnant dans cette chose. J'avais l'impression que on était introduit dans cette réunion qui aurait dû être à huis clos, en fait. Et que tout d'un coup, les caméras étaient invitées, et j'ai l'impression que d'un point de vue diplomatique, du point de vue de la profession diplomate, on était complètement hors du script dans une circonstance particulièrement grave. Il s'agit de signer un cessez-le-feu. Enfin, et ça m'a paru. Est-ce que toi, en tant que diplomate, ça t'a aussi fait réagir? Mais bien sûr, on fait jamais ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a une altercation comme ça devant les caméras. Ça veut pas dire qu'il y a jamais d'altercation entre responsables qui se rencontrent. Enfin, moi, j'en ai vécu des sérieuses aussi. Il y avait vraiment pas les caméras autour. Et puis, il y a eu des fois où, ouais, on s'est crêpé le chignon. Voilà, mais dans des réunions toujours closes, évidemment. Devant les caméras, on parle du beau temps. Et puis là, ce que j'aurais fait, hein, si j'étais à place de Zelensky, si j'ai réussi à garder mes nerfs, parce que il faut quand même aussi avoir une formation de moine zen pour garder ses nerfs devant ces deux bulldozers qui n'ont aucune précaution. Maintenant, si j'avais gardé mes nerfs, j'aurais simplement dit oui, monsieur le vice-président, vous abordez un sujet extrêmement important et je me réjouis d'en parler en détail avec vous dans la réunion après. Quelque chose comme ça. Il bottait en touche. Mais surtout pas répliquer et interrompre. Parce que les gens aussi, après évidemment, ces bullies là, ils ont pas l'habitude qu'on leur réponde comme ça, qu'on leur réplique comme ça. Et puis du coup, après, ça les excite encore plus et puis ils veulent encore plus détruire l'adversaire. Ouais. À cela, il faut ajouter un truc tout bête, hein. Mais l'anglais de Zelensky est très mauvais et c'était vraiment là, ça l'a vraiment énormément desservi, hein. C'était mais Zelensky parfois me semble manquer de finesse diplomatique. Il y a des histoires, des récits extraordinaires qui parlent de la façon dont Churchill a accepté pendant les années de la Seconde Guerre mondiale de se faire insulter et humilier à répétition par Roosevelt devant Staline. Staline qui vraiment
Roosevelt qui se foutait de la gueule de Churchill en disant à Staline, Hey Joe, regarde le gros Churchill. Il est pas rigolo, tu trouves, avec son chapeau et son cigare. Il a quand même une tête de clown, tu trouves pas? Puis les deux rigolaient, ha 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 ha. Mais le but était très malin. C'était de faire rire Staline, de mettre Staline dans la poche de Roosevelt, et Churchill en était conscient, mangeait son chapeau intérieurement, mais comprenait que c'était de la part de Roosevelt extrêmement intelligent, parce que ça permettait de créer une atmosphère, on est des copains, et puis on va se mettre tous ensemble, on va se mettre d'accord, on va trouver un truc. Bon. Et ça, c'est un peu de la diplomatie à huis clos, mais de très haut niveau, où on joue la pièce, quoi. On joue ce qui se passe dans le moment, et on comprend qui fait quoi, où sont les faiblesses. J'ai l'impression que Zelensky n'a pas du tout lu ça. Il n'a pas compris face à qui il se trouvait, comment il pouvait jouer de son avantage de président héroïque d'une nation accablée, etc. Il a joué une partition qui était perdante. Et ça, c'était tragique à observer, quoi. Oui, alors encore une fois, moi je pense que c'est parce qu'à un moment c'est devenu très émotionnel. Et puis on est complètement sorti du script ou des talking points qui s'étaient. Alors soit il s'était mal préparé, ou bien il y a un moment il est sorti de ses gonds. Enfin, en tout état de cause, moi ça me paraît triste, même pour l'Ukraine. Hein, je pense pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Bon, Zelensky, je m'en fiche un peu. C'est un homme, voilà, qui aura eu un destin, je pense, qui risque d'être assez tragique, parce qu'il sera certainement pas victorieux avec ce qui se passe maintenant. Mais après, c'est le reste du pays aussi, c'est cette nation ukrainienne qui a énormément souffert, en partie à cause des assurances, des garanties qui leur ont été données par les Européens et les Américains, en grande partie évidemment, faut quand même pas oublier qu'au départ, il y a quand même eu une invasion militaire russe qu'on peut vraiment qualifier d'agression, hein. Donc c'est vraiment quelque part c'est une victime de tous les côtés maintenant. Avant c'était seulement la victime des Russes et ils jouaient très bien là-dessus d'ailleurs, mais maintenant c'est la victime des Russes, c'est la victime des Américains et puis les Européens se rencontrent à Londres. Qu'est-ce qui va sortir de là? Peut-être qu'on va lui donner un peu plus d'assistance militaire, un peu plus d'assistance financière, mais au bout du compte les Européens peuvent rien en termes de soutien militaire qui peut faire une différence sans les Américains. Bien sûr. Et ça, là, c'est là le cœur du drame, en fait. C'est-à-dire que, imaginons que Zelensky a un peu poussé à dessein Trump à sortir de ses gonds et à vouloir provoquer une altercation pour sortir en tant que héros humilié, etc. Quel est son recours? Son recours, c'est l'Europe. Mais l'Europe, ils sont bien gentils. Les Van der Leyen, Macron, tout ça, ils font des tas. Ils se sont répandus en tweets depuis 48 heures pour soutenir l'Ukraine. Nous sommes avec l'Ukraine et ça. Mais ils n'ont pas la force, ni financière ni militaire. Ils n'ont pas les instruments de sécurité. Ils n'ont pas l'industrie. Je lisais aujourd'hui un rapport qui disait qu'en dans les années 90, l'Allemagne pouvait sortir 365 tanks Léopard par année. Il y en avait un par jour qui pouvait sortir des usines allemandes. Aujourd'hui, l'Allemagne en produit 30 par année. Ils ont divisé par 10 leur capacité industrielle militaire. Et tout est comme ça. Les munitions, les fûts de canon, tout ça, ils n'arrivent plus ils n'ont plus du tout les capacités militaires. Alors évidemment, on lisait de nouveau des grands commentateurs américains qui disent c'est une opportunité extraordinaire pour l'Europe de se reconstruire. Ce qui est vrai, dans les faits, je veux dire, si on regarde la chose d'une manière générale, c'est vrai, moi je le pense aussi, ça peut être une opportunité pour l'Europe de se repenser en tant que continent force, de reconstruire une industrie militaire, etc. Mais ça prend 20 ans. Et en 20 ans, l'Ukraine aura été écrabouillée 40 fois. Enfin, ça répond pas du tout au problème immédiat. Absolument. Non, tu as tout à fait raison. Maintenant, évidemment, si on regarde ça à plus long terme, vu qu'on est dans un monde sans foi ni loi, la seule manière d'avoir un peu des garanties que la paix et la stabilité peuvent être maintenues en Europe, c'est de créer un équilibre stratégique sans les États-Unis, parce qu'on peut plus faire confiance aux États-Unis. Alors bon, entre-temps,
d'ici à ce qu'on soit capable d'avoir de nouveau une production industrielle militaire qui va coûter très cher sur un continent qui est déjà très endetté, qui peut pas faire valoir le fait qu'on utilise, comme le dollar l'est, une moitié de réserve mondiale pour financer sa dette. Donc ça sera pénible. Ça sera des choix pénibles pour l'Europe pour investir dans une industrie de défense. Et puis, comme tu l'as dit, ça prend 10 et 20 ans pour constituer une défense qui soit crédible. Il n'y a pas que l'industrie, d'ailleurs, il faut trouver des troupes aussi. Je veux dire, rétablir la conscription en Allemagne, en Angleterre, en France. C'est pas vraiment ça qui va faire sauter de joie les jeunes gens de 18 à 20 ans, Non. qui ont plutôt d'ailleurs tendance à voter pour les partis d'extrême droite qui sont soit trumpistes, soit poutiniens. Voilà. Ou les deux. Ou les deux, souvent les deux. Les deux, et puis ça risque plutôt de renforcer ça. Donc, on a un gros problème, effectivement, en Europe. Alors, ce qu'on peut faire entre-temps, puis je suis sûr que les Américains seront très d'accord, c'est qu'on peut acheter des armes américaines. Voilà. Voilà, parce qu'ils sont capables de produire quand même beaucoup plus que nous, des obus d'artillerie, des pièces d'artillerie, des chars, c'est surtout de ça qu'on parle. Après les avions, il y a quand même l'Eurofighter et le Rafale, ça on sait un petit peu faire. Mais à mon avis, le grand problème pour les Européens, c'est les yeux et les oreilles. C'est là où il y a une dépendance terrible vis-à-vis de Washington, et l'urgence, c'est de créer un réseau de satellites d'espionnage, hein, de renseignement, qui soit au moins aussi performant que celui que les Américains ont. Ça, c'est la base. Et puis, à partir de là, ensuite, on pourra construire autre chose. Mais voilà, mais pour ce qui est du hardware militaire, ben, on peut se fournir ailleurs, Marc. Il n'y a pas besoin d'aller à Washington, évidemment. Les Européens, ils vont aller acheter ce qu'ils n'auront pas aux États-Unis, ça paraît très probable. Maintenant, ils vont certainement pas aller acheter en Russie ni en Chine. Mais bon, t'as d'autres petits producteurs qui savent faire des trucs. T'as les Israéliens, des chars. Absolument. Maintenant, ils en ont besoin. T'as les Turcs, qui savent aussi faire toutes sortes de jouets qui peuvent être utiles, même des drones. Donc, il y a quand même d'autres possibilités aussi que les États-Unis. Mais en attendant qu'on ait reconstitué cette industrie de la défense, ben, il faudra acheter des choses ailleurs. Exactement. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je lisais dans ce même article que je citais tout à l'heure que des armes que l'Ukraine utilise contre la Russie, aujourd'hui, c'est à peu près 30% de fabrication ukrainienne, 30% de provenance européenne et 40% de provenance américaine. C'est une fourchette très large, mais voilà, on en est à peu près là. Mais des 30% d'armes de provenance européenne, il est compté qu'environ 20 à 25% seulement de ces armes sont effectivement fabriquées en Europe. Parce qu'après, on a évidemment, c'est là où l'accord sur les terres rares prend un peu de la signification. Bien sûr. C'est que, voilà, il faut les matières premières, il faut les composants spéciaux, notamment les métaux rares, et puis qu'on trouve dans ces... Il faut des ingénieurs. Il faut des ingénieurs. Il faut des types il faut qu'on arrête de fabriquer en Europe des financiers et des avocats. Il faut des ingénieurs, il faut des types qui savent faire des machines. Ils sont tous partis ailleurs. Ils sont tous en Chine. Mais alors, si on réussit à faire des Renault et puis des Mercedes, il me semble qu'on devrait aussi réussir à faire des avions, puis des chars, puis des pièces d'artillerie, non? C'est vrai, mais on fabrique proportionnellement beaucoup trop de métiers du tertiaire, enfin de bureau, à valeur ajoutée très discutable, hein, et on fabrique de moins en moins. Comme toi et moi, David. Exactement. Moi, j'ai fait histoire. Voilà qui est utile. Mais on fabriquait beaucoup plus à l'époque où j'ai commencé moi l'université, il y a une trentaine d'années. On fabriquait à cette époque-là 2 fois plus d'ingénieurs qu'aujourd'hui. Plus personne ne fait d'ingénierie de mécanique, des choses comme ça. Alors que c'est vital pour faire des montres dans ta région, mais c'est aussi vital pour développer sans arrêt une nouvelle industrie, etc. Alors là, tu me branches sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'apprentissage.
Ben, bien sûr. Et je pense que là, on a un petit peu une exception en Europe, nous, la Suisse, parce qu'on a maintenu une base industrielle quand même solide, pas C'est vrai. seulement pour faire des montres, hein, C'est vrai. euh, grâce à notre système d'apprentissage et à la main-d'œuvre qualifiée, on continue à produire. Et à Je sais notre pas école. comment c'est ailleurs, mais dans ma région, on envoie quelque chose comme 25 à 30% des enfants au gymnase et ensuite à l'université. Éventuellement à l'université, déjà au gymnase, c'est-à-dire au lycée. Les 75% d'autres, la plupart partent en apprentissage quand même. Et apprentissage, alors après, quelle est la proportion qui vont dans la mécanique pour devenir ingénieur? C'est beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans, mais il en faut moins aussi, hein, parce qu'avec les progrès de la robotique, Bien sûr. on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Mais il y a quelque temps, j'avais regardé le nombre d'emplois dans l'industrie en Suisse en 1980 et en 2000, c'était quoi, 2015, 2016. Et c'était assez impressionnant de voir que les chiffres étaient les mêmes. Donc, il n'y a pas eu de perte d'emploi dans Ouais. l'industrie en 40 ans, malgré tous les progrès de la technologie, de la robotique, malgré tous les gains de productivité qu'on a pu observer. Ouais. Et puis l'autre chose qui me frappe toujours et que j'aime bien dire surtout aux parents des enfants qui ont leurs gamins soit à l'université ou qui hésitent sur la filière à suivre, c'est qu'un gamin de 25 ans qui a fait un bon apprentissage, ensuite qui a fait une école d'ingénieur, une haute école spécialisée, comme ça s'appelle en Suisse, éventuellement après il peut aller au poly, hein, mais même pas. Il peut avoir une prétention de salaire à 25 ans qui est entre 6 500 et 7 000 francs. Je parle du Jura. Hein. Je parle du Jura où un 5 pièces et demi est à 1400, 1500 francs suivant l'état de rénovation. C'est quand même des métiers qui sont extrêmement attractifs financièrement. Puis après, c'est plus comme dans le temps, on faisait du travail à la chaîne, ça n'existe plus. Maintenant, ce qu'on demande à ces techniciens ou ces ingénieurs, bah, c'est soit de faire des plans pour des pièces, pour des machines, soit de savoir lire un plan, puis trouver la manière la plus économique de programmer la machine pour qu'elle puisse produire les pièces. Donc, c'est des métiers qui sont vraiment intéressants. Alors, l'atmosphère, l'huile, le bruit, tout ça. Évidemment, c'est moi que j'ai probablement que travailler dans un bureau, mais ça a des côtés extrêmement créatifs aussi. Mais bien sûr. Je pense qu'on peut motiver les jeunes, mais pour ça, il faudrait dans toute l'Europe revoir de fond en comble tout ce qu'on a dit aux parents depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire, voilà, envoyez vos enfants à l'université, liberté du choix des études et tout ça. Et puis le résultat des courses, c'est qu'évidemment, bah, il y a quelque chose de très humain qui s'appelle la loi du moindre effort. Et puis tout le monde veut des travaux, veut un job extrêmement bien payé où on n'a pas grand-chose à faire. Voilà. Et tout le monde devient prof de yoga et psychologue. Et c'est très sympathique. Et il y en a beaucoup trop. Chaque année, on en fabrique beaucoup trop. Et pendant que les Russes, eux, depuis une dizaine d'années, ont réorienté leurs études supérieures. Aujourd'hui, les Russes produisent, pour une population qui est 2 fois inférieure aux États-Unis, produisent en nombre absolu plus d'ingénieurs que les États-Unis. Ouais. Alors, c'est pour ça, pour ceux qui veulent des détails là-dessus, il faut lire le livre d'Emmanuel Todd, hein, le dernier livre. C'est comment ça s'appelle, La défaite de l'Occident ou qui est là, de ce point de vue-là, qui est très éclairante. Voilà, parce que contrairement à beaucoup d'autres, lui, il a vraiment fait des études sociologiques pour voir le nombre de diplômés d'ingénieurs, notamment, que produisent les différents pays. Puis c'est sur cette base démographique-là ou sociologique-là qui tire des conséquences, donc basées sur des faits. Et ça, je trouve extrêmement intéressant. Mais là, j'aimerais quand même revenir sur le fait que je pense que la Suisse a un capital important. Oui. On est une exception. Et là, on a quelque chose à offrir aussi aux Européens. On a toujours le problème parce qu'on nous dit, ah, vous êtes neutre, vous n'êtes pas solidaire. Ben là, on a quelque chose à offrir. À mon avis, on a une base industrielle. Et puis, on est capable de développer des produits de niche, y compris dans l'armement, de très haute technologie, que personne d'autre sait faire. Moi, je me souviens, dans un de mes postes comme ambassadeur, j'ai rencontré une fois des gens qui vendaient qui fabriquaient, qui vendaient des lentilles
c'est des lentilles qui sont tellement polies d'un degré de polissage incroyable que c'est les seuls au monde, j'ai une espèce de monopole, c'est les meilleurs au monde. Et c'est des lentilles qu'on utilise évidemment pour les caméras, notamment les caméras qu'on met sous les drones, ou des caméras même, ou même des caméras qu'on peut mettre sur des satellites, parce que on a un niveau de précision qui est beaucoup plus fin avec ces lentilles. Et on est les seuls. Donc on a des produits de niche comme ça, et je pense que notre devoir, avec les 30 milliards que l'armée devra dépenser pour les 4 prochaines années, c'est d'investir dans ces produits de niche qui peuvent être utiles, qui peuvent nous aider à nous raccrocher au wagon industriel européen. C'est ça la stratégie. Et dont une des valeurs ajoutées dépend de notre neutralité. Alors, moi, je suis évidemment un partisan de notre neutralité, mais une neutralité intelligente. Et la neutralité, ça ne doit pas vouloir dire on coupe les ponts avec l'étranger. Au contraire, ça doit être une neutralité une neutralité d'esprit et non pas de l'être. Exactement. Et puis une neutralité qui ne nous empêche pas de participer à un effort industriel européen qui vise à parabellum pour préparer la guerre, pour vouloir la paix, justement, parce que dans un monde comme ça où la loi, le droit international veut plus dire grand-chose, ce sont les équilibres de puissance qui peuvent créer des situations de stabilité à long terme. Et qu'est-ce qui va devenir dans tout ça de la sécurité européenne? Parce que je disais ça au début, pour moi, c'est mon interprétation. Ce qui s'est passé à Washington concerne énormément l'Europe et son avenir sécuritaire. Et le fait qu'aujourd'hui, elle dépend encore complètement, en fait, des États-Unis, de toutes les bases américaines qui sont encore en Europe et dont on peut penser que petit à petit, elles vont être fermées, je suppose, parce que l'Amérique n'en a simplement plus les moyens et que les populations vont aussi avoir probablement des problèmes croissants avec ces bases militaires, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou au Kosovo. Et du coup, ça pose évidemment la question de notre avenir sécuritaire. On est un continent qui est très accessible pour l'Asie et l'Afrique, qui sont des régions qui sont d'une manière générale en train de se pacifier du point de vue général, dont le niveau de vie augmente, l'alphabétisation augmente, le taux de fécondité diminue. Tout ça, c'est des facteurs importants, mais on n'est pas à l'abri de problèmes en interne, en externe, et ça pose le problème de notre appareil sécuritaire et militaire, quoi. Bon, moi, je crois que pour le moment, la menace principale, ça, c'est quand même perçu comme étant la menace russe, hein, la menace conventionnelle. Après, il y a aussi évidemment une menace nucléaire. Donc là, faut oublier qu'on dépend, on est quand même encore couvert par le parapluie nucléaire américain avec les forces de frappe françaises. La française est vraiment autonome, là, la britannique, je crois pas. Non, elle dépend complètement des États-Unis. Donc là, maintenant, ce qu'on voit revenir sur la table, c'est ces vieilles idées, et certaines qui datent des années 60-70, d'avoir une dissuasion nucléaire européenne sur la base de la dissuasion nucléaire française. Petit problème, ça veut dire que le continent dépendrait de la France. Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Français plus qu'aux Américains? Ben, c'est des questions qu'on a le droit de se poser en Pologne, par exemple. Exactement. Mais aussi en Allemagne. Moi, je me souviens quand on faisait les exercices, on appelait les exercices de défense générale à l'époque de la guerre froide. Ouais. Participer. Et il y avait toujours un moment où, dans le scénario, où on recevait un message de Paris qui nous disait, bon, voilà, les forces soviétiques ayant avancé comme elles ont avancé, il faut qu'on lance des frappes nucléaires pour les arrêter avant qu'elles rejoignent le territoire français. Donc, on demande au gouvernement suisse de nous dire, est-ce que vous préférez qu'on sacrifie Schaffhouse, Haro, Soller ou bien Frauenfeld? C'est à peu près ça le genre de message qu'on recevait, et c'était un peu compliqué de répondre. Voilà, donc ça, on n'est pas sorti de cette dynamique-là. Moi, ce qui me paraît important dans la stratégie européenne, c'est deux choses. D'une part, c'est d'avancer. Je pense qu'il y a vraiment un moment maintenant où on peut avancer sur ce concept d'autonomie stratégique, qui est pas nouveau non plus. Ça avait été proposé par Macron en 2017, à l'époque où aussi il disait que
l'OTAN est en état de mort cérébrale. On peut revenir à ça. Et si je dis qu'il y a un créneau qui est favorable, c'est parce que Olaf Scholz, avant même, dans la soirée électorale, avant même qu'on connaisse le résultat le week-end dernier, Olaf Scholz a dit on peut plus faire confiance aux États-Unis, il faut qu'on acquiert notre indépendance en termes de sécurité. Et ça peut se faire seulement avec les Français et les Anglais. Et c'est pas un hasard si cette réunion a lieu à Londres. Et les Polonais. Alors, les Polonais semblent avoir la meilleure armée d'Europe aujourd'hui, ou la plus nombreuse. Alors, évidemment qu'il faut intégrer les Polonais dans le concept. Mais c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment, pour ce qui est de la défense, c'est pas les 27 qui jouent vraiment le rôle majeur, mais c'est les puissances ou les pays européens qui ont gardé une certaine capacité militaire. L'Italie aussi, hein, d'ailleurs, l'Italie qui a gardé une industrie militaire assez importante. Oui, oui. La première chose, investir dans la défense. Et la plus ancienne société au monde. C'est comment ça s'appelle, Leonardo? Ouais, qui a plus de 500 ans. Ah ouais? Ouais. Sacrés Italiens, ils nous étonneront toujours. Ils sont toujours à nous surprendre. Ils ont aussi inventé les rétroviseurs pour faire face à l'ennemi. Comment tu fais ça? Bah, tu cours dans le sens inverse. Ah, tu cours. Courage, fuyons. Exactement. Voilà. Donc, le premier élément de la stratégie, ça doit être ça, à mon avis, vraiment investir dans une défense européenne. Bien Et sûr. pas seulement, parce que ça, c'est un des problèmes. Jusqu'à présent, comme évidemment ces Européens se disent toujours qu'ils s'aiment, mais en réalité, ils se méfient entre eux. Il y a certains pays qui hésitent à mettre de l'argent dans le pot commun pour la défense, parce qu'ils disent, ouais, c'est ça, vous voulez que ça soit nous qui payons pour développer Airbus, Rheinmetall, donc Airbus en France, Rheinmetall en Allemagne, et puis Leonardo en Italie, qui sont les gros mastodontes. Donc ça, il y a encore des négociations qui n'ont pas vraiment été finalisées. Mais à mon avis, c'est un des aspects. Et puis l'autre aspect, et là, c'est là où vraiment les Européens devraient aller à Moscou, ou essayer de se coordonner avec les Américains, si c'est encore possible, se coordonner avec Trump. Mais l'autre aspect, ça doit être d'essayer de revenir à des négociations sur le désarmement en Europe. Et on pourrait très bien imaginer ça dans le cadre du règlement du conflit en Ukraine. Alors, je sais que maintenant, ça paraît difficile parce qu'il y a tellement d'émotions, mais dans la logique purement rationnelle et clinique des choses, notre intérêt, ça soit qu'il y ait un accord de cessez-le-feu, un accord de paix, qui sera forcément assorti de mesures de désarmement, hein, ça peut être un retrait des troupes à 20 km du front, ou des choses comme ça, mais je pense qu'il y aurait plus de chances de marcher si c'était inscrit dans un concept régional ou sous-régional, le mieux ça serait européen, de limitation des armements offensifs. Alors typiquement les chars, les avions de combat, les pièces d'artillerie, comme c'était le cas à partir des années 80, hein, je veux dire, l'accord sur la limitation des armements conventionnels en Europe, le CFE, c'est 1989. C'est à l'époque où il y avait encore le pacte de Varsovie et l'OTAN, on a réussi à négocier un accord qui fixait des plafonds d'armement offensif par pays. Pourquoi on réussirait pas aujourd'hui? Ouais. Mais est-ce que tu penses pas que l'Europe, une fois clairement entériné le désengagement américain sur fond de marasme politico-économique chez eux et la désignation de la Russie comme un État sur lequel on ne peut pas compter politiquement, enfin, qui est contenu vraiment par l'ensemble de l'Europe, est-ce que ça peut pas créer à l'intérieur de l'Europe même un peu plus de cohésion, en fait? Parce que jusqu'à maintenant, les États-Unis, en fait, créaient du clientélisme à l'intérieur de certains États européens, et il y avait ceux qui étaient plus pour typiquement les Français qui voulaient plus de coopération européenne, puis les Allemands qui étaient beaucoup plus à s'appuyer sur les États-Unis. Maintenant que les États-Unis disparaissent d'une certaine façon, ça peut ouvrir certaines voies à une coopération européenne plus intégrée.
Oui, ben c'est ce que je disais en citant Merz, hein, qui disait le soir de l'élection. Voilà, maintenant on a besoin d'indépendance. Ensuite, son premier contact étranger après sa victoire électorale, c'était avec Macron. Et puis j'imagine que c'est bien de ça qu'ils ont parlé. Donc, tu as parfaitement raison. Pour le moment, c'est des soubresauts. C'est pas encore un changement tectonique. Mais peut-être le changement tectonique a arrivé. Je pense que c'est complètement dans l'intérêt de l'Europe et aussi dans l'intérêt de la Suisse. Même si maintenant la défense suisse est dans un état assez lamentable. Ouais, donc tu es devenu l'expert désigné dans la presse romande. En tout cas, la radio m'aime bien, puisque j'ai été à la radio 2 fois cette semaine pour parler des... Tu sais, franchement, quand tu regardes, quand tu vois ça, t'as envie de faire les bronzés 4. Les bronzés font de la défense. Josiane Balasco serait parfaite en Viola Amher, notre ministre de la Défense, tu vois. Et puis après, on pourrait mettre l'ermite comme chef de l'armée, Ouais, ah, il serait parfait. qui serait parfait. Et puis je pense que Michel Blanc, lui, ça serait le chef de nos services de renseignement Ouais, mais qui est PAC. complètement perdu. Enfin bref. Et puis Junio, bon Junio, je sais pas trop. Junio, on pourrait le mettre comme chef de l'armement qui devra probablement aussi partir. Parce que c'est les grands, si c'était pas des centaines de millions d'argent du contribuable perdu, gaspillé par négligence ou incompétence, ça serait une comédie. C'est une comédie. On pourrait faire une série Netflix qu'on appellerait Les Bronzés 4. C'est extraordinaire. Les pieds nickelés pour la défense. Ouais, ça aussi. C'est exactement ça. Ou les nains de jardin. Ouais. On a quand même eu depuis le début de l'année la démission. On n'est pas tard, hein. Depuis le début de l'année, on a eu la démission de la ministre, du chef de l'armée, du chef des services de renseignement, du chef de l'aviation et du responsable des acquisitions dans Arma Suisse, qui est l'entreprise qui est chargée et le gars qui est parti, qui est parti là, c'est d'ailleurs qui a annoncé, c'est le gars qui était responsable de l'achat des F-35 qui est extrêmement contesté. Bah oui. Le F-35 est extrêmement contesté, même aux États-Unis. Oui. Et puis, il y a un livre qui a paru en 2022 d'ailleurs, qui a connu pas assez d'écho à mon avis, et qui démontre toutes sortes d'irrégularités dans la procédure. Notamment, ils ont changé les critères, semble-t-il, en cours de route, sans informer les gens qui avaient formulé des offres. Des choses comme ça. Ouais. Après, en plus, bon, alors, la litanie est longue, hein, mais en plus, cette semaine, on apprenait que le département de la Défense a caché un scandale de corruption qu'on connaît depuis 2019 et qui se monte en dizaines de millions de francs. Donc, il y a un gars qui est un employé, qui a jamais été poursuivi pénalement à ma connaissance, qui a volé des dizaines de millions de francs. Et puis, ça a été couvert par les 3 niveaux de chef jusqu'à la conseillère fédérale depuis 2019. Et c'est sorti cette semaine dans la presse. Donc, ça fait vraiment, je sais pas, on appelle ça, c'est un peu plus de parler de tiers-monde parce que d'abord, il n'y a plus de tiers-monde. Mais même dans les années 60 ou 70, j'ai pas l'impression que la corruption atteignait des niveaux pareils. C'est l'homme malade du Conseil fédéral. Alors Dieu sait ce qui se passe dans les autres départements, je sais pas. Je suis sûr que les affaires étrangères enfin, au niveau de la corruption, certainement que c'est pas... Non, mais je veux dire... Mais même longtemps. Mais en tout cas, notre défense est dans un état. Même Le Monde a fait un article. On se fait d'ailleurs que le journaliste du Monde, les Français aiment se gausser des misères de leurs voisins. Surtout quand il s'agit de la Suisse, parce que nous, on est toujours à de bomber le torse en disant c'est français comme rien marche. Chez nous, tout marche bien. Bien sûr. On est bien gaussé des Français. Mais là, c'est eux qui ont d'excellentes raisons de se gausser de nous. Oui, c'est pas notre heure la plus glorieuse. Et pourtant, on pourrait effectivement, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure, Jean-Daniel, parler de notre modèle d'éducation supérieure, notre modèle de formation, notre modèle de neutralité, toutes des choses qui
tout en étant typiquement suisse, pour des tas de raisons qui peuvent être très difficilement répliquées à l'étranger, pourrait, ou en tout cas devrait servir d'inspiration aux dirigeants étrangers dans les moments très difficiles et extrêmement volatiles que nous vivons. Absolument, c'est une excellente conclusion, David. Je signe à fond. Reste à trouver les dirigeants politiques suisses qui vont porter le message avec force, courage et crédibilité chez nos voisins. Bon, on peut toujours rêver ou en tout cas espérer à tout le moins. Excellente soirée à toi, à très bientôt à nos auditeurs et santé. Santé, David, merci. Merci. C'était un épisode du podcast Ruche et Laufer. Chaque semaine, Jean-Daniel Ruche, ancien ambassadeur de Suisse, et David Laufer, écrivain suisse basé à Belgrade, commentent l'actualité, la géopolitique, l'histoire et la culture. À très bientôt pour un prochain épisode.